En fait, on assiste depuis l'accélération de la mondialisation à l'émergence d'aires géoculturelles, l'affirmation de langues centrales, autour desquelles s'organisent y compris des intérêts, parfois même une certaine stratégie d'influence. On le voit autour des lusophones, des hispanophones, des arabophones, qui s'organisent et organisent leur espace autour des enjeux linguistiques, ou en tout cas se servent de la langue comme capacité de déploiement d'une industrie, d'un rayonnement culturel, et donc d'une capacité d'influence. Et dans ce cadre-là, on comprend qu'on est parti du tout anglais, qui était un peu ce globish à travers lequel on essayait plus ou moins de communiquer, pour au contraire entrer dans l'ère du multilinguisme, où chaque langue est en même temps dépositaire de plusieurs cultures, mais qui s'assemblent dans un espace commun. Et dans ce contexte-là, la francophonie, qui rassemble, on va dire, vraiment 34 pays francophones, je ne compte pas la totalité des pays membres de l'Organisation internationale de la francophonie, mais au moins ceux qui ont vraiment la langue française, soit comme langue officielle, soit comme langue seconde, soit comme langue vraiment patrimoniale, langue vivante du pays. 34 pays, c'est pas rien pour construire demain un projet commun et exister ensemble dans une mondialisation qui justement percute des identités, réorganise un peu les aires géoculturelles du monde. Et je me suis dit que dans un contexte historique où la France est parfois en panne de vision, repenser l'espace francophone, non pas comme étant la nostalgie d'un empire passé, mais sûrement pas non plus comme malheureusement certaines élites françaises le pensent trop souvent, c'est-à-dire un truc has-been, c'est le cas de le dire, qui n'aurait plus d'intérêt à l'heure où tout se ferait en anglais, mais au contraire comme la possibilité de remettre en partage des communautés de destin qui ont cette langue en commun et qui peuvent, du nord au sud, d'Abidjan à Montréal, de Bruxelles à Alger, en passant par Paris, Rabat et Bamako, faire énormément de choses ensemble, dans le domaine des formations, dans le domaine éducatif, dans le domaine économique, dans le domaine des sciences, dans le domaine des brevets, des inventions, des technologies. Il y a beaucoup de choses à faire à partir d'une langue, qui font civilisation commune. Et c'est peut-être l'occasion de réveiller aussi certains dirigeants français qui se sont soit endormis, au mieux, soit au pire, ont totalement renoncé à défendre un tel projet commun. Je crois qu'il n'y a pas un seul pays au monde qui ferait preuve d'autant de négligence que la France à l'égard de sa propre langue nationale. Quand les Espagnols assument d'appeler un open un abierto, la France, elle organise French Tech, officiellement, alors qu'on pourrait dire France Tech. Le terme France est parfaitement connu. Lorsque vous sortez de l'aéroport et que vous voyez à la sortie des taxis d'une marque, c'est marqué Green Cab, alors qu'il n'y a aucun intérêt, ça n'attire pas plus le client, vous avez le sentiment d'une sorte de servitude volontaire à l'égard d'une langue qui en fait est en train d'être peu à peu dans le rétroviseur de l'histoire. Et donc c'est une erreur en plus stratégique, et cette acculturation de certaines élites françaises à un modèle de pensée, à une langue est assez appauvrissante en fait, parce que du coup elle ne projette pas notre propre capacité dans le monde de demain, dans toute une série de domaines. Bref, dans la mondialisation, avec l'affirmation de nouveaux espaces géoculturels et l'émergence de langues centrales et d'espaces linguistiques communs, il est temps que la langue française prenne toute sa place, à la condition que ce soit dans des projets partagés, d'égal à égal, entre pays authentiquement francophones. Il y a sans doute là une nouvelle relation de fraternité à construire au sein de l'espace francophone, mais aussi une volonté de puissance commune dans la mondialisation qui est en pleine construction. C'est de cultiver un sentiment d'appartenance et de faire vivre ou de mettre en mouvement une communauté d'intérêt. Pour ça, il faut une stratégie. Cette stratégie, c'est organiser l'espace francophone autour d'un certain nombre de pays, un noyau dur, un premier cercle, qui a envie et intérêt de faire exister cet espace commun. Ça veut donc dire qu'il faut s'orienter, en tout cas il faut faire cette proposition, vers une stratégie de convergence des contenus, contenus éducatifs. Qu'est-ce qui empêche par exemple que les mathématiques, les sciences, et même toute une série de sciences humaines ne soient pas enseignées de la même façon à Montréal, à Abidjan ou à Paris. Rien n'en empêche. Donc il faut organiser cette convergence de contenu pour que les différentes écoles scientifiques, parce qu'il y a toujours évidemment des écoles de pensée différentes,
s'entendent sur l'élaboration d'un programme. Ça prendra du temps, mais je pense que dans les 10 ans qui viennent, c'est possible. Donc, convergence de contenu. On peut aussi réfléchir de la même manière dans le domaine scientifique. Est-ce que la France est en capacité de proposer avec le Maroc, l'Algérie qui n'est pas membre de l'OIF, mais qui est un des pays francophones les plus importants au monde, la Belgique, les Québécois et d'autres, une revue scientifique francophone de référence internationale? Plutôt que de dire tout se fait en anglais, alors que ce n'est pas vrai, regardez les Chinois, les Indiens, et bien des airs sont en train de s'organiser et d'organiser leurs recherches dans leur langue nationale, est-ce qu'on ne peut pas plutôt se dire que nous avons la possibilité, nous francophones du monde, de mettre sur pied une vraie démarche à la fois de recherche, de création, mais aussi de vulgarisation des sciences dans notre langue, dans la langue française, celle qui est comprise encore par 200 millions de personnes, et pourquoi pas demain par beaucoup plus, si les perspectives se confirment, c'est-à-dire d'un monde francophone à l'horizon 2050 à environ 700 millions de personnes. Donc, il y a là une possibilité extraordinaire. Troisième axe, les mobilités. On ne peut pas faire d'espace commun si on ne peut pas aller et venir. Il faut, à tout le moins, qu'on puisse permettre aux chefs d'entreprise, aux étudiants, aux scientifiques, aux chercheurs, aux artistes d'aller et venir, je dirais presque sans contrainte, dans un espace francophone. Parce qu'ils contribuent tous à la consolidation de cet espace, à l'échange de matériaux, de connaissances, de savoirs, de compétences, de richesses. Et ça veut dire remettre en cause beaucoup de choses sur notre façon de penser la nouvelle donne migratoire, qui est vue comme une peur aujourd'hui dans beaucoup de pays européens, à tort. En France plus particulièrement, le débat est nauséabond sur ce sujet, il faut le reconnaître, alors que nous avons là la possibilité de construire quelque chose d'ambitieux, bien sûr régulé, bien sûr articulé et coordonné avec l'ensemble du pays, mais avec une vraie perspective de mise en commun. Quatrième axe, la francophonie économique. On a la possibilité demain de dire dans les filières industrielles, dans les filières d'énergie renouvelable, dans toute une série de domaines, on peut adosser des filières de formation professionnelle. Ça veut dire des formations, des savoirs, des enseignements, des modules, mais aussi des diplômes reconnus partout, mais aussi des brevets derrière, parce que c'est des inventions en français, des normes en français, des technologies en français, des produits en français. C'est quand même une force extraordinaire. Ça renvoie à cette idée de convergence de contenu, de mobilisation d'un espace commun et peut-être de mutualisation de nos compétences, de nos intelligences et notre intelligence collective à nous les francophones du monde entier. Il y a beaucoup de choses qu'il faudrait faire. Moi j'ai parlé d'un Erasmus francophone, j'ai parlé d'une sorte de passeport économique et culturel de la francophonie. Il y aurait sans doute à organiser bien des choses, mais je crois qu'à l'occasion du prochain sommet de la francophonie qui aura lieu à Dakar en 2014, autant il faudra saluer ce qu'a fait Abdou Diouf, le président de l'OIF, au regard de ses engagements pour la paix, notamment dans les espaces francophones, de la reconnaissance de la francophonie institutionnelle au niveau international, mais il faudra aussi franchir une nouvelle étape, d'une certaine manière écrire un nouveau chapitre, qui est peut-être cette histoire d'une francophonie resserrée autour de sa langue, mais qui la rend encore plus ambitieuse pour exister de manière à la fois visible, assumée, fière, pourquoi pas, mais aussi respectueuse de toutes les autres cultures, de toutes les autres aires géoculturelles, dans, encore une fois, un monde où les rapports entre les nations, les rapports entre les cultures sont en train de se réorganiser. Je crois, comme d'ailleurs le comprennent, je crois, les hispanophones, les arabophones, les lusophones et d'autres, les Chinois évidemment, les sinophones qui rayonnent bien au-delà de la Chine, que c'est possible et que la langue en tout cas est un bon vecteur à la fois de rapprochement des cultures, mais aussi de coexistence pacifique dans un monde en bouleversement. Et je pense qu'il y a un enjeu derrière, qui est un enjeu culturel pour l'humanité, de repenser le multilinguisme. Bon, d'abord, c'est une utopie concrète. J'en ai donné quelques exemples. Mais encore faut-il en activer des leviers, mettre en mouvement les mécaniques et les rouages de cet ensemble à construire. Mais une utopie parce que je pense que c'est une possibilité, un peu comme le disait Senghor, de faire vivre l'universel à partir d'une langue. Non pas que cette langue, contrairement à ce qu'à tort longtemps pensaient les Français, est à elle seule l'universalité, mais parce qu'elle rassemble des gens des 5 continents. Elle rassemble des blancs, des noirs, des arabophones, des hispanophones, je veux dire des gens qui viennent d'aires géographiques différentes. Je me dis pourquoi pas demain transformer nos instituts français en instituts francophones, nos alliances françaises en alliances francophones.
nos universités en universités francophones. C'est cette convergence des contenus dont je parlais. Je vous donne un exemple. Quand vous allez à l'école, on vous enseigne la littérature française. Mais française, pas francophone. C'est stupide, c'est dommage, c'est un appauvrissement. Pourquoi on ne mettrait pas Kateb Yassine, Senghor, Amin Malouf au même titre et au même rang que tous les autres, que Aragon, Zola, j'en passe. C'est ça qui nous manque. C'est cette capacité à faire vivre cette fraternité d'esprit francophone qui fait qu'on reconnaît la capacité créatrice, la richesse de chacune des cultures francophones, car la francophonie c'est plusieurs cultures, dans un même imaginaire. Voilà l'utopie francophone, c'est construire un imaginaire commun.